Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 139 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation, et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Le titre de l'épisode peut paraître brutal et réducteur, mais les statistiques sont là, malheureusement. Selon l'association Nous Toutes, en moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Parmi ces victimes, 29% d'entre elles sont âgées de 18 à 29 ans. La violence concerne toutes les strates sociales, toutes les origines, toutes les confessions. Mais en 2021, les hommes représentent encore 82% des mises en cause par la justice, tout délit et crimes confondus. Dans cet épisode, Mathieu Palin, journaliste et auteur du livre Des hommes violents, raconte son aventure qui dure depuis 4 ans au sein des groupes de parole d'hommes condamnés pour violence envers leurs conjointes. Son enquête est passionnante et pointe du doigt la part systémique dans cette violence, le déni des concernés, le cycle de la violence, l'éducation reçue et le rapport de ces hommes avec le sexe féminin de manière générale. Mathieu est passionnant, il dit tout haut ce que beaucoup de femmes savent. La violence qui émane des hommes n'arrive pas que dans une ruelle dans le noir, mais plus majoritairement au sein des foyers. Alors quelles pistes pour l'éradiquer ? À quoi servent ces groupes de parole ? Et surtout quelle place pour les pères violents dans ces histoires ? Ce sont les thèmes que l'on aborde et je vous souhaite une très bonne écoute. Petit aparté, selon les statistiques de mon podcast, vous êtes près de 30% d'hommes à écouter la matrescence et je vous en suis infiniment reconnaissante parce que ça veut dire que les pères prennent leur place, s'intéressent à l'éducation. J'espère que cette écoute vous sera bénéfique à vous en tant qu'homme parce qu'on a besoin de vous dans cette lutte, on a besoin de vous pour un monde meilleur, on a besoin de vous à nos côtés. Merci d'être là. Salut Mathieu. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton livre « Nos pères, nos frères, nos amis, les hommes violents » parce qu'on parle d'hommes de notre société qui ne sont pas cachés derrière des armes mais qui sont bien implantés, donc on va beaucoup parler de ça. Est-ce que d'abord tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à la base, il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, aux violences faites aux femmes ? En 2018, on était grosso modo 1 an après le déclenchement de l'affaire Weinstein, du mouvement MeToo, que j'ai pas vraiment vu venir moi au début, pour dire la vérité. J'étais un simple lecteur qui suivait comme ça cette affaire de ce producteur américain mis en cause pour des faits de viol et d'agression sexuelle et tout ça. Et je me suis pas du tout dit c'est une vague qui monte et qui va déferler sur le monde et qui va rester, qui va s'imposer comme étant le gros sujet dont on va parler pour les prochaines années et qui va aussi remettre en question beaucoup de choses sur comment on se comporte, nous les hommes, au sein de nos couples, de nos familles, en société, au travail et tout ça. Et au fil des mois, j'ai commencé à m'interroger, à lire des livres, pas mal de bouquins, mais des documentaires aussi. Et un livre m'avait particulièrement marqué, qui est très très connu, qui est le livre de Virginie Despentes, qui s'appelle King Kong Theory. Et en le lisant, à un moment, elle raconte le viol
dont elle a été victime à 17 ans, en disant qu'après avoir raconté ça dans des rencontres en librairie, un peu partout, dans des salons, il y avait des femmes qui venaient la voir spontanément et qui leur racontaient, elles, leur propre expérience de viol. Et elle disait, il y en avait tellement des femmes qui venaient me raconter ça que j'ai fini un moment par me dire, mais c'est quoi ce truc? Est-ce qu'elles inventent? Et puis elle se reprend en disant, et puis de toute manière, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ça arrivait tout le temps. Et quand elle a dit ça, ça arrive tout le temps, je me suis dit, bon là, elle exagère. Non, ça arrive pas tout le temps. Moi, des femmes à qui ça arrive pas, j'en connais. J'ai 2 petites sœurs, j'ai une mère, j'ai des amis. Elles m'ont jamais raconté ça. Et en fait, je me suis dit, bah peut-être pose les questions. Pose-leur des questions. Est-ce que ça leur est déjà arrivé? En fait, je m'étais rendu compte que je leur avais jamais posé la question. Et donc j'ai appelé ma mère, et qui à l'époque a 63 ans, je crois, qui est jeune retraitée, qui m'a jamais parlé de ça. Et en fait, au bout de 2 minutes au téléphone, elle me dit non, moi, tu sais, j'ai pas été victime parce que j'étais institutrice en maternelle, donc un milieu exclusivement féminin ou quasiment, donc pas tellement soumise à la pression des hommes ou à leur autorité, à ce rapport de domination. Puis en me parlant, finalement, elle se reprend, elle me dit mais en fait, je te dis ça, mais je me souviens que oui, en fait, à 17 ans, j'étais babysitter et je gardais très souvent des enfants d'une famille assez riche. Et le père, le soir, il me ramenait chez moi en voiture, et un soir, il s'est garé dans une ruelle sombre, il a mis le frein à main, il m'a sauté dessus, il m'a déshabillé, il a voulu me violer. Et ce n'est pas arrivé parce que j'ai hurlé, parce que finalement, je pense qu'il a pris peur et qu'il s'est arrêté. Mais je suis rentré chez moi et je n'en ai jamais reparlé. Et j'ai continué de garder les gamins de cette famille. Et j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé à mes frères et sœurs, j'en ai parlé à personne parce que je me suis dit, on va pas me croire. On va le croire lui. L'homme qui a beaucoup d'argent et qui est père de famille, qui est quelqu'un de respectable et de respecté, et pas une petite gamine de 17 ans qui va être accusée de s'être fait mousser, d'avoir affabulé. Et puis, quand j'ai commencé à en parler à mes sœurs et tout autour de moi, en fait, les femmes avaient toutes des histoires à raconter. Donc, c'est ce moment un peu de bascule, je dirais je me souviens que c'était en septembre 2018 où je commence à me dire, en fait, ce sujet-là, il faut que je m'y attaque parce que je suis journaliste depuis grosso modo une dizaine d'années et je me suis jamais posé la question de couvrir la question des violences conjugales ou des violences faites aux femmes en tant que journaliste, comme si c'était pas mon sujet, comme si c'était quelque chose qu'il fallait réserver aux femmes journalistes. Et j'ai cette opportunité en septembre 2018, parce que je travaille quand même sur les questions carcérales depuis longtemps, d'intégrer un groupe de parole d'hommes condamnés pour violences conjugales qui sortent de prison. Donc ils sortent de prison, il n'y a pas de question à se poser, savoir s'ils sont coupables ou non, ils l'ont été condamnés, donc ils sont coupables, la justice est passée. Et pendant 6 mois, ils vont, au cours de ce groupe de parole, essayer de se questionner sur leurs problèmes de violence, leurs problèmes aussi du rapport aux femmes. Et donc je me dis, bah voilà, c'est aussi une opportunité pour moi d'avancer sur ces questions. Et toi, en tant que homme et petit garçon, d'entendre ta mère verbaliser ça te fait quoi? Et ça m'avait vachement choqué, je me souviens, j'étais dans ma chambre au téléphone, je me souviens très bien de ce revirement dans la manière de me raconter ça, où elle était plutôt détendue, à me dire non, tu sais, moi ça m'est jamais arrivé. Et puis un silence, et d'un coup, tu sens que, en effet, ça lui revient soudainement comme une couche qui était complètement enfouie sous les souvenirs et qui d'un coup remonte à la surface. Et ça l'avait vachement bouleversée. Après, elle m'avait écrit des messages en me disant que bah elle était née elle dans une famille catholique assez classique des années 50-60 avec elle était la seule fille, ils étaient 6 enfants, elle avait 4 grands frères. Et en fait, les rôles au sein de la famille étaient très bien définis dans le sens où elle, la seule fille, elle avait pour mission le matin de cirer les pompes de ses frères avant qu'ils aillent à l'école. Quand elle a voulu faire des études, on lui a dit bah non, une fille ça fait pas d'études, une fille ça se marie et puis ça fait des enfants. Donc il y avait aussi tout ce contexte familial qui n'a pas du tout permis à l'époque qu'elle puisse raconter ce qu'elle avait vécu. Donc comme elle l'avait pas dit, bah elle s'est dit bah maintenant c'est trop tard, je suis adulte, mère aussi de 3 enfants, je vais pas raconter cette vieille histoire. Mais je pense que le contexte
encore une fois, qu'on peut appeler ce mouvement MeToo, a permis qu'au moment de lui poser la question, elle se dise, bah oui, ça m'est arrivé et peut-être que c'est bien que je lui dise à lui. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi toi, en tant que journaliste, homme éduqué, avec des sœurs, tu t'étais jamais intéressé réellement à ces questions? Je sais pas si je m'étais jamais intéressé, mais je pense que je ne me sentais pas concerné. Et je me sentais pas concerné parce que l'image de l'homme violent, elle était encore très associée, je pense, à des clichés pour moi. Le cliché du mec alcoolique et brutal, un peu bas de plafond, qui frappe sa femme parce qu'elle a pas salé la soupe ou parce qu'elle est rentrée trop tard, ou j'en sais. Cette espèce de cliché-là qui était tellement éloigné de la vision que j'avais de moi-même que je pouvais pas me sentir concerné par ce problème. Et finalement, c'est alors à la fois parce que justement ce mouvement MeToo a ramené des histoires qui sont proches de moi, donc avec mes sœurs, avec ma mère, avec des amis aussi qui m'ont raconté des histoires, mais aussi parce qu'en intégrant ce groupe de parole, je me suis rendu compte que ces mecs, finalement, je leur ressemblais, que j'ai commencé à accepter que peut-être l'image du mec violent comme étant une espèce de monstre tapis dans l'ombre qui attend sa future proie, elle était assez confortable aussi pour toute la masse des mecs qui se pensent comme étant des mecs bien, restent à distance et ne se sentent pas concernés et ne se disent pas peut-être moi aussi j'exerce des rapports de domination avec les femmes de mon entourage, avec ma conjointe, avec même ma mère peut-être. Je dis pas que ça a été un élément déclencheur comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et d'un coup j'ai la lumière dans le cerveau, mais ça a été plutôt une infusion lente qui s'est faite peut-être à partir de 2017 et puis qui a permis aussi que j'accepte d'aller sur ce type de reportage alors que je me l'étais interdit pendant les 10 années qui avaient précédé. Et ensuite ça a continué et je pense que ça continue encore. Justement, on est 5 ans après le début de ton enquête dont on m'a parlé. Toi, en tant qu'homme et journaliste, ça a changé quoi pour toi? En tant que journaliste, je sais pas, je saurais pas vraiment répondre à ça, mais en tant qu'homme, ça a changé beaucoup de choses parce que à partir du moment où je prends conscience qu'en fait, moi aussi, je me suis mal comporté avec des ex-copines, avec mes deux petites sœurs que j'ai sous couvert de cette figure du grand frère protecteur que j'ai quand même maintenu sous une forme de contrôle, mine de rien, pendant toute notre enfance. En Bon bah toutes ces questions-là, en fait, comme je me les posais pas, je pouvais continuer à vivre ma vie de manière assez détendue, tranquille, en me disant bah j'ai un casier judiciaire vierge, donc rien à me reprocher. Donc pourquoi me poser des questions, pourquoi me sentir concerné? Maintenant que ce travail a été fait, il y a eu ce podcast, puis ce livre, et puis beaucoup de questions, beaucoup d'échanges sur plein de sujets, on sent que c'est une société qui est quand même en train de bouger sur ces sujets. Donc on n'est pas sur une situation figée. Ces discussions, elles sont permanentes. Moi, ça m'amène en fait à me questionner au quotidien sur mes actions, mon comportement. Là maintenant, je suis père d'une petite fille. Il y en a une deuxième qui arrive incessamment sous peu, peut-être dans 1 heure ou dans 2 jours. Ouais, ça m'interroge vachement. Parce que finalement, ce qui ressort de tout ce travail, c'est que on est quand même vachement le produit de son environnement, et son environnement, c'est à la fois le monde dans lequel on vit, cette société quand même patriarcale, mais aussi l'éducation qu'on a reçue. Et donc, moi, mon père, il était pas violent à la maison, mais il faisait rien. Dans le sens où ma mère, elle faisait les courses, elle faisait le ménage, elle aidait aux devoirs, elle étendait le linge, enfin, tout ça, c'était elle, quoi. Et bon, c'est une autre génération, mais mine de rien, ça véhicule tout un tas non pas de discours, mais en tout cas de principes. C'est un modèle aussi avec lequel tu te construis. Et je me dis que moi, maintenant, devenu père, mine de rien, je transmets aussi tout un tas de choses à ma fille qui a 2 ans, à la prochaine qui arrive. Donc, le comportement que tu as, il engage pas que toi. Il engage aussi tous tes proches, sans vouloir être un exemple, parce que de toute manière, la perfection, elle n'existe pas. Tu t'arrêtes pas de faire des conneries aussi en tant que parent, mais tu poses des jalons qui vont te servir, mine de rien, pendant très longtemps. Et ça m'interroge vachement.
Le podcast, il est sorti donc en 2019. Tu as suivi ce groupe de paroles d'hommes. Dans le livre, tu as continué ton enquête puisque tu as été dans d'autres groupes de paroles d'hommes. Tu as interviewé des psychologues, des psychiatres. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que les psys appellent le cercle de la violence? Ça se passe comment en fait à chaque fois? Parce que c'est très normé finalement la violence conjugale. Oui, il y a plein de situations qui peuvent a priori sembler très différentes, avec des situations familiales, socio-économiques très différentes. On trouve des violences conjugales à la fois chez des gens qui sont extrêmement riches et éduqués, diplômés, et en même temps chez des gens qui sont dans l'analphabétisme. Donc là-dessus, tu pourrais penser que ça n'a rien à voir. Et pour autant, on voit que c'est un cercle assez bien défini maintenant, le cercle des violences conjugales, avec une sorte de phase de lune de miel tous ceux qui ont déjà été en couple ou sont tombés amoureux connaissent. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien. Au début, on est très amoureux, on a l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Et puis, cette phase de lune de miel, elle dure un temps, qui peut être plus ou moins long, qui va être un peu altérée par des premières embrouilles, des premières critiques, des premières insultes parfois, qui vont vraiment faire basculer cette phase de lune de miel vers quelque chose d'un peu plus problématique, une tension qui va commencer à s'installer dans le couple. Et puis ces critiques vont être de plus en plus ciblées sur le physique, sur tu devrais faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça, mais putain je te l'ai déjà dit 10 fois de pas faire ça comme ça, de pas laver le linge comme ça, de pas laver la table comme ça, de pas. Et ça va basculer ensuite peut-être, et ça peut prendre du temps, vers de la violence, vers un premier coup, une première claque, une bousculade. Et puis finalement, on s'en veut. Donc là, ensuite, il y a des excuses. Je suis désolé, j'aurais jamais dû faire ça. J'avais trop bu, j'étais pas dans mon état normal, j'ai été énervé, il y a eu un truc au boulot qui m'a rendu fou. Machin. Et puis derrière ça, il y a quand même mais quand même, tu te rends bien compte que si j'étais comme ça, c'est quand même parce que tu as mal fait ci, ou parce que tu m'as mal fait ça, ou parce que tu es rentré bourré à 2 heures du matin, ou parce que tu m'as pas respecté en faisant ça. Et derrière, il va y avoir un cadeau, un bouquet de fleurs, on va s'inviter au restaurant, et puis une nouvelle lune de miel, parce que la victime, très souvent la femme, finalement pardonne. Dire bon, c'est vrai, c'était rien. C'est arrivé qu'une fois, et il m'a juré qu'il le referait pas. Et en effet, il le refait pas. Pendant un certain temps, on retombe sur une phase de lune de miel, on est très amoureux, et puis ça, on refait l'amour. Il y a beaucoup de moments très tendres, très beaux qui reviennent. Et puis le cercle a fait son tour. On est sur une révolution presque. Et derrière, on repart sur une phase avec quelques critiques, des reproches, et puis une nouvelle bousculade, un nouveau coup. Et ce cercle, en fait, c'est un peu comme quand on jette une pierre dans un lac. Il y a des ondes, et puis les cercles, ils sont très grands, et puis plus le temps passe, plus les cercles se rapprochent. Et puis dans certains couples, on se rend compte que ce cycle de la violence, il passe de la lune de miel au coup en l'espace de quelques heures. C'est un coup, et puis je te reproche, et puis en fait je suis désolé, et puis un coup, enfin, et ça c'est quasiment systématique. Dans le livre aussi, les psychologues interrogés parlent de pathologie de la relation qui est sous-jacente dans les violences conjugales. Donc, en gros, des hommes incapables de nommer leurs émotions, incapables de comprendre ce qu'ils ressentent, et donc leur seule façon de l'exprimer, c'est la violence, c'est ça? Il y a dans la question des violences conjugales peut-être quelque chose qui se distingue aussi d'autres types de violences, type des agressions sexuelles, où c'est qu'il y a quand même une conjugalité, dans le sens où ces gens se sont mis en couple. Ils se sont choisis d'une certaine manière. Il y a eu avant une phase de lune de miel dans laquelle on a eu l'impression de tomber amoureux, ou parfois on l'est sincèrement, on est vraiment tombé amoureux. Et ça, c'est un lien qui est quand même un peu particulier. C'est pas quelqu'un qui met une main au cul à une fille en sortant du métro, ou qui va agresser. Il y a quand même un lien qu'on peut retrouver d'ailleurs. Ce lien-là, qui est un lien aussi de domination très fort, qu'on peut retrouver dans les histoires d'inceste ou dans les viols intrafamiliaux. Voilà. Et donc dans cette relation-là, il y a parfois, c'est pas le cas pour toutes les familles, c'est pas le cas pour tous les couples, une sorte de lien entre la victime, qui elle est victime à 100%, et il n'est pas question de là parler de responsabilité, elle est absolument pas responsable
responsable de ce qui lui arrive, mais on le voit dans des centres d'hébergement d'urgence avec des femmes qui sont victimes en série et qui ont l'impression de tomber systématiquement sur le mauvais mec, qui ont l'impression d'être toujours celle qui va tomber sur un connard, de enchaîner les mecs qui vont devenir violents. Et là, il y a une question qui se pose, c'est de savoir pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que certaines femmes sont systématiquement ciblées par des hommes violents? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elles manquent de chance et que ça tombe sur elles et pas sur la voisine? Et là, c'est intéressant parce que ça vient creuser aux sources de la violence et de savoir si la violence, c'est comme la foudre, ça tombe parce que ça devait tomber et puis ça tombe un peu au hasard parce que il y avait un bout de fer qui dépassait, ou est-ce que ça vient puiser aussi dans des sources, dans un terreau qui permet à la violence de s'installer. Et c'est, pour prendre un exemple très concret, quelqu'un qui va être déjà extrêmement fragilisé parce que avoir déjà vécu dans une famille, par exemple, extrêmement violente, avec un père violent, ou avoir été témoin d'une violence quotidienne, d'une mère qui se faisait tirer par les cheveux sur le parquet pour une connerie, des gamins qui se sont fait tabasser par un père parce qu'ils avaient des mauvaises notes à l'école, ou pour une raison X ou Y, ou juste parce qu'ils avaient levé les yeux au moment où on leur avait dit de les baisser. Tout ça, ça inscrit en vous durablement un traumatisme. Et ces traumatismes d'enfance, ils sont très 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 difficiles à surmonter. Et donc cette question du lien qui peut se construire parfois entre quelqu'un de très fragile sur cette question de la violence, qui a déjà rencontré la violence, et quelqu'un qui lui aussi est très fragile mais qui est agresseur, elle est importante parce qu'elle permet d'identifier aussi les sources. C'est d'où vient cette violence. Et on le voit chez certaines femmes, par exemple, assez rapidement, elles vont tomber amoureuses d'un mec, et puis très vite, il va y avoir des insultes ou un niveau de langage extrêmement violent. Un mec qui va dire « mais t'es vraiment qu'une conne, mais ferme ta gueule ». Et pour autant, alors que plein d'autres femmes, il y aurait déjà un drapeau rouge qui s'allume. Vraiment, c'est pas possible qu'on me parle sur ce ton-là. Vraiment, il faut que je me tire. C'est la dernière fois que tu me vois et hop, c'est fini. Je passe mon chemin. Ben, certaines femmes, mais ça existe, il y a certains hommes aussi, qui ont tellement été habitués à la violence qu'elle en devient banale. Et ça, ce registre de langage-là, mais aussi les premiers coups. Il y a plein de femmes qui prennent une gifle et qui s'en vont. Et il y en a d'autres. En fait, c'est un niveau de violence qui est acceptable au regard de ce qu'elles ont déjà vécu, d'une violence qui est déjà entrée dans leur vie, qui a déjà fait partie de leur vie, qui a déjà inscrit durablement un seuil de tolérance qui est pour d'autres inacceptable. Et ça, on le voit notamment chez des femmes qui n'arrivent pas à quitter un homme violent, qui sont dans un phénomène de retour. Elles sont sur un fil, sur une ligne. La violence est quotidienne et le risque de mort est réel. Et pour autant, alors il y a cette question d'emprise qui est très liée à tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Pour autant, c'est difficile de partir. Donc là, t'as pris sur l'aspect de la pathologie du lien, du côté de pourquoi les femmes battues restent ou comme tu dis, répètent des schémas. Ça a aussi beaucoup à voir, j'en ai pas mal parlé dans les podcasts, avec le lien d'attachement. Et du côté des hommes, c'est aussi toujours les mêmes types de personnes, dans le sens où des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, exprimer leurs émotions, qui ont une incapacité à nommer ce qui se passe en eux. Et donc, tu le dis à un moment dans le livre, que les urgentistes, ils connaissent la blessure du connard, le mec qui a mis un coup de poing dans le mur et qui vient avec le poing cassé parce qu'il n'a pas su gérer ce qui lui arrivait. Je pense que chez les mecs, il y a encore autre chose, c'est que il y a peut-être deux grilles de lecture principales, en tout cas que moi j'ai identifié comme telles au cours de cette enquête, mais il y a déjà une société patriarcale qui, mine de rien, véhicule tout un tas de messages à destination des petits garçons et des adolescents et des hommes, qui va populariser la violence. Et moi, je peux parler en disant je là-dessus. Ayant grandi dans les années 90, j'ai bien vu que la figure masculine qui était portée au nu et qui était vraiment idolâtrée, c'était celle d'un homme viril, qui est capable d'utiliser la violence pour résoudre ses conflits, qui peut sortir les poings pour sauver sa femme, pour gagner le respect vis-à-vis d'autres hommes. Bon, ça c'est tout le modèle qu'on peut retrouver dans le cinéma, type Bruce Willis,
Schwarzenegger, même Brad Pitt un peu sous certains aspects, ou plus récemment Johnny Depp par exemple. Des figures masculines qui sont proches du cliché de l'homme viril. Et ça, faut pas le sous-estimer, je pense, parce que ça infuse dans notre société à peu près à toutes les strates, et ça a conduit aussi les petits garçons à se saisir de la violence pour obtenir le respect. Et quand on est dans un couple, on est dans un univers qui est dangereux dans le sens où on se permet avec l'autre, avec sa conjointe ou son conjoint, d'aller beaucoup plus loin qu'avec n'importe qui dans la société. On va être inévitablement confronté au conflit, tout simplement parce qu'on vit ensemble et que on a un degré d'intimité qui nous permet de pousser le curseur un peu plus loin. Et ça, chez certains qui sont encouragés déjà par cette société-là patriarcale qui est là depuis très longtemps, ça va se jouer sur la question de l'ego et du respect. Ça veut dire, on s'embrouille parce qu'on est dans un couple et qu'en fait ça peut être un sujet totalement bénin, comme t'as pas fait les courses alors que je t'avais dit de les faire, t'as pas pris du pain alors que je t'avais dit de le faire, tu t'es pas levé cette nuit alors que c'était à ton tour de te lever parce que la petite a pleuré. Bon, une raison qui somme toute assez banale, mais parce que on est sur un schéma patriarcal avec l'idée que un homme ça doit être respecté, un homme ça doit asseoir son respect quitte à le faire par la force. Il y a aussi une autorisation de recourir à la violence pour justement ramener l'autre à sa place. C'est-à-dire, sur un schéma encore une fois qui est hiérarchisé, c'est l'homme, le chef de famille. Et donc là, on a quand même beaucoup de mecs qui racontent, quand on leur demande pourquoi ils sont passés à la violence, on voit bien que c'est leur position de chef de famille qui était mise en danger par une femme qui s'opposait à eux, qui demandait tout simplement à être traitée comme une égale au sein du couple. Et donc ça, c'est, disons, une première partie de la réponse. Et la deuxième partie, c'est bien entendu quelque chose qui ressemble à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les femmes victimes qui avaient déjà rencontré la violence. C'est-à-dire que si vous grandissez dans une famille ou un milieu extrêmement violent, avec un père tyrannique qui tabasse tout le monde dans la famille, vous êtes pas exactement au même niveau vis-à-vis de la violence que l'enfant du même âge, dans la même classe, qui grandit dans une famille dans laquelle on accède à la parole. Et quand il y a un problème, on s'assoit autour d'une table, on essaie de le résoudre. On va être beaucoup plus enclin à utiliser la violence comme un outil pour résoudre ces conflits quand déjà on est habitué à la voir partout, à voir sa sœur se prendre des tartes parce que elle a mal répondu ou quoi, que dans une famille dans laquelle, mine de rien, on essaye de ne pas donner de fessées, de pas se crier dessus, de pas se balancer des trucs au visage. Bon, ça paraît logique, en fait, quand je le dis comme ça, mais quand on commence à creuser, à ouvrir les dossiers, à leur demander, mais comment c'était à la maison? En fait, on se rend compte ils se sont presque tous, un jour, opposés physiquement à leur père pour tuer le père, qui lui était déjà tyrannique à la maison. C'est ce mec, Kevin, que je rencontre à Caen, qui me dit, moi j'ai pleuré en garde à vue parce que, non pas pour ce que j'avais fait, mais parce que je m'étais juré de ne plus jamais ressembler à mon père et je me retrouvais mis en cause pour les mêmes faits. Même chose pour Romain, un autre mec dans la banlieue de Grenoble qui raconte avoir soumis son père à l'âge de 17 ans parce que physiquement il avait la force pour s'opposer à lui, en disant maintenant c'est fini, plus jamais tu me frapperas. Et finalement, quelques années plus tard, il se retrouve dans la même posture, qui est celle de l'homme violent. Donc ça aussi, il faut pas le sous-estimer. On grandit dans un bain d'influence et l'influence des parents et du milieu familial, elle est primordiale. Même moi, ça m'a toujours interrogée de me dire, est-ce que tous les hommes violents ont été des petits garçons frappés? Est-ce que la violence, tu disais quasiment tous, est-ce que c'est plutôt 99%, 100%, ou c'est pas... J'ai la sensation comment on connaît la violence, comment on accède à la violence si on l'a pas déjà vécu soi-même, en fait. C'est pour ça que je distinguerais deux sources principales. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon père, il a jamais levé la main sur moi, et ma mère, je me souviens d'une fois où je l'avais vraiment poussé à bout et ça l'a débordé, elle m'a mis une gifle. Je pense que je suis tout à fait le genre de mec qui aurait pu utiliser la violence, tout simplement parce que en voulant correspondre à un schéma plutôt classique de masculinité, en gros, pour le dire vulgairement, à l'adolescence, en découvrant la sexualité, j'ai vite compris que si je voulais être un homme, un vrai, il fallait que j'aille à des années-lumière de ce que j'estimais comme étant la féminité et donc quelque chose de plutôt homosexuel. Et quand on embrasse ces codes en étant à l'opposé, on se dirige vers la violence.
Ça veut dire ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas montrer ses émotions, ne pas montrer ses failles, ses faiblesses, être capable d'obtenir le respect par les points, quitte à quand on se sent méprisé, insulté, voilà, tout ça. Mine de rien, ça nous pousse vers des comportements qui sont proches de la violence. Et qui, par exemple, avec des potes, ça nous est arrivé de nous retrouver dans des bagarres, dans des bars, et ça, machin. Quand je réfléchis a posteriori de savoir pourquoi est-ce que cette bagarre a démarré, et parfois ça aurait pu mal tourner, on se rend compte toujours que c'est sur des histoires tout à fait ridicules, voire même risibles, qui ont trait à cette question de respect, de moi on m'a manqué de respect, moi l'homme on m'a manqué de respect. Et donc là, on se rend compte que c'est des histoires de virilité assez basiques, de presque un coq dans une basse-cour, quoi, qui doit bomber le torse et montrer que non, on la lui fait pas à lui. Bah, je pense qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir grandi dans une famille violente pour accéder à ce type de violence-là. C'est d'ailleurs ce qu'on voit chez plein de mecs qui n'ont pas forcément grandi dans une famille violente, mais qui se retrouvent dans des déferlements de violence parce qu'ils sont quittés. Parce que la femme, un jour, rentre à la maison et dit « Écoute, je suis plus amoureuse de toi. J'ai rencontré quelqu'un. Je veux que ça s'arrête. Je veux partir. » Et ça, en fait, chez plein de mecs, c'est vécu comme une attaque. Une attaque pour leur ego, un manque de respect, je sais pas comment l'appeler, mais quelque chose qui vient les blesser profondément dans leur ego, leur masculinité, leur estime d'eux-mêmes. Dans leur estime, c'est le mot que je cherchais, dans leur estime. Et là, il y a très proche un accès à la violence qui parfois est dramatique. Ce qui est frappant quand on écoute ton podcast et qu'on lit ton livre, surtout au final, ça m'a frappé encore plus en lisant le livre parce que tu as été dans un autre groupe de parole. C'est le déni et la non-remise en question des mecs qui se positionnent, eux, en victime. C'est la faute de la femme, c'est elle qui... Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi, avec du recul, c'est un mécanisme de défense qu'ils ont en permanence? Pourquoi ils choisissent ça? Je pense qu'il y a un mécanisme de défense, en effet, qui permet de continuer à se regarder dans une glace. Tant qu'on dit « c'est pas vrai, j'ai pas fait ça », on est sur quelque chose d'assez classique de c'est une erreur judiciaire, moi je l'ai jamais frappé, je ne suis pas un monstre. C'est encore cette histoire de l'homme violent c'est toujours l'autre, ça peut pas être moi, puisque moi je suis un mec bien. Donc comme ça peut pas être moi, bah non, moi je l'ai pas frappé, je l'ai juste bousculé, ou c'est une menteuse, ou c'est un complot, tous les cas de figure, et j'ai entendu toutes les formes de justification différentes pour dire que c'était pas vrai. Mais je le raccrocherais aussi finalement ce déni qu'il faut voir un peu comme une sorte de colonne vertébrale. C'est le déni, voilà, tout s'agrège autour du déni, et puis à partir du moment où vous l'attaquez à la hache, ce déni, et que finalement il y a un risque d'effondrement, bah tout peut s'écrouler, et donc la personne aussi peut s'écrouler. Il y avait un peu cette idée-là que tant qu'on continuait de dire non, on tenait debout, quoi. Mais je le raccroche aussi à, je pense, quand même cette société qui est en train d'évoluer assez rapidement, même si on a l'impression que c'est trop lent et qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. On voit qu'il y a encore quelques décennies, dans les années 70-80, les mêmes mecs probablement auraient dit bah oui, je l'ai frappé et elle le méritait, et si d'ailleurs elle change pas, la prochaine fois je frapperai plus fort. Parce que il y a des archives qui existent de micro-trottoirs dans les rues de Paris, de l'INA, faites par Antenne 2 à l'époque, à la parution d'un livre qui s'appelait Fais moins de bruit, les voisins vont t'entendre, de Erin Pizet, qui était déjà sur la question de la violence conjugale, où on interrogeait les hommes dans Paris en leur disant mais est-ce que vous battez votre femme? Et ce qui est dingue, c'est que la plupart disent oui, je la frappe parce que de temps en temps elle le mérite, oui je la frappe parce que je sais que après elle me fera mieux l'amour, oui je la frappe parce que, enfin, des phrases qui, je pense, aujourd'hui ne seraient plus prononcées si on se baladait avec une caméra dans Paris en posant la même question. Et selon moi, c'est quand même une preuve d'une évolution plutôt positive de la société. C'est que, bien entendu, la violence conjugale n'a pas disparu. Il y a encore des centaines de milliers de femmes chaque année qui sont victimes de la violence de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Mais ils ne sont plus capables d'en tirer une fierté. Ils savent bien, mine de rien, ces mecs-là, que c'est pas très glorieux d'avoir frappé la femme qu'on aime ou la mère de ses enfants. Et donc, quand on les rencontre alors qu'ils ont été condamnés, que la justice est passée, que la plupart du temps ils sortent de prison, il est pas possible pour eux de dire oui c'est vrai je l'ai fait, ou pour très peu de cas.
Et d'ailleurs, il y en a même un, je m'en souviens, à Lyon que je rencontre, très costaud, qui raconte avoir tabassé par ses frères pour lui faire rentrer sous le cuir que être un homme, un vrai, c'était savoir se battre. Lui, il avait été condamné pour avoir giflé la mère de son premier fils enceinte du deuxième. Elle avait 7 mois, il lui avait mis 2 gifles, elle était tombée dans la rue devant tout le monde et tout. Quand il est rentré en prison, il a dit qu'il était là pour braquage. Bah parce que braquage, c'était un truc voilà, viril, respectable. Quelque chose que il allait pouvoir sentir un petit peu une lueur un peu dans l'œil de ses co-détenus, alors que s'il était là en disant bah ouais, j'ai mis 2 gifles à la mère de mes gosses qui était enceinte de 6 mois ou de 7 mois, bah non, ça c'était pas possible. Ça faisait de lui justement quelqu'un que lui-même n'aurait pas respecté, donc il avait préféré mentir. Et ça, ce déni-là, voilà, j'y vois à la fois en effet une sorte de colonne vertébrale qui permet de continuer à se regarder dans une glace, et en même temps le signe, mine de rien, d'une évolution de la société sur ces sujets. Tu l'évoques pas du tout dans le livre parce que c'est pas le sujet, mais est-ce que au travers des récits, des témoignages de ces hommes-là, ils parlent aussi de la violence qu'ils peuvent infliger à leurs enfants? On sait que souvent, voilà, les hommes qui tapent les mères sont effectivement des pères violents. C'est abordé ces sujets-là dans les thérapies de groupe? C'est abordé, et c'est un point justement pour lequel j'espérais moi beaucoup de réactions. Par exemple, on passe un petit film qui est assez bien fait, qu'on peut trouver sur YouTube, avec Swan Arlo, l'acteur qui est césarisé, et qui joue un enfant justement qui vient vider la maison de ses parents après la mort de la mère. Et on voit au fil de cette maison qu'il retraverse, il passe à travers les pièces, on voit qu'il y a des souvenirs qui reviennent, et des souvenirs du père tyrannique qu'il avait et avec qui il a coupé les ponts. Et en fait, quand on diffuse ce film dans le groupe de parole, donc on éteint toutes les lumières, on est comme au cinéma, je m'attendais à ce que, au moment du générique et au moment de rallumer la lumière, je m'attendais à voir des mecs pleurer. Je m'attendais à voir des mecs soudain confrontés aux conséquences dramatiques de leur violence sur les générations futures, sur leurs propres enfants. Et je pense que le message est passé, mais là aussi, c'est impossible pour eux de se remettre à ce point en question, parce que il y a un problème d'identification. Ils se voient pas comme ce père-là. Ils ne se voient pas comme ce mec tyrannique. D'ailleurs, il y en a certains qui pourtant ont failli tuer leur femme dans cet épisode de violence. Et quand on leur dit mais où étaient les enfants, ils disaient non, mais les enfants ils n'ont rien vu, ils étaient dans leur chambre. Et alors derrière, l'animatrice leur dit partez du principe que les enfants sont loin d'être bêtes et qu'ils savent tout, quand bien même ils se tairaient. Et ça, c'est très difficile pour eux de l'admettre. Même si au fond, je pense qu'ils savent que les enfants savent, et que ça laisse des traces, et qu'ils n'en sortiront pas indemnes. Ils ont beaucoup de mal à se projeter là-dedans. Là, on parle en plus de la violence du père sur la mère, mais jamais c'est évoqué la violence que eux ont sur les enfants. Parce que dans les stades, quand on tape la mère, souvent on a tapé les enfants. Ils en parlent pas du tout de ça? C'est une question qui a été soulevée, mais j'ai pas rencontré d'homme qui ait avoué avoir frappé ses enfants. Et je pense que ça existe, bien entendu. Ces mecs-là, à partir du moment où ils acceptent de saisir la violence pour régler des problèmes, il est évident qu'ils ont été aussi violents avec leurs enfants. Peut-être pas de manière quotidienne, comme c'était le cas parfois avec leurs femmes, mais j'ai du mal à penser que la violence s'arrêtait aux enfants. Mais ça aussi, c'est pas possible pour eux de l'avouer. À travers ton livre, et déjà le titre, Nos pères, nos frères, nos amis, t'as voulu démystifier ce qu'on disait, le monstre caché, ce que dit très bien Adèle Haenel dans Mediapart quand elle a pris la parole, pour dire qu'il faut qu'on se regarde en face dans cette société. Les hommes violents ne sont pas des monstres, ce sont des gens de notre entourage. Est-ce que derrière le podcast et ton livre, tu as eu des échos de ça, des gens, peut-être des hommes qui auraient témoigné en disant je me rendais pas compte mais je fais partie du problème, ou des femmes qui... Il y a eu quelque chose, tu as eu la sensation d'avoir ces retours-là? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours après le podcast et après la parution du livre, de proches notamment, qui m'ont dit se sentir concernés alors qu'ils pensaient pas. Et je pense que peut-être ils n'auraient pas lu le livre si ça n'avait pas été moi l'auteur, et qui m'ont dit écoute, ça me fait vachement réfléchir, parce que ça me questionne moi sur comment je me suis comporté aussi jusqu'à présent. Et je me souviens que c'est exactement la même réaction que j'ai eue en sortant de ces groupes. Je me suis dit mais attends, tu te racontes que t'es un mec bien, mais essaye de scanner un peu ta vie amoureuse et regarde si
sur les 20 dernières années, tu t'es toujours bien comporté? Est-ce que toi, même si t'as jamais levé la main sur une femme, est-ce que t'as pas été dans un rapport de domination? Et j'ai beaucoup de mecs qui me racontent ça. Je me suis rendu compte que si je me regardais un peu sincèrement dans une glace en me disant, est-ce que à un moment tu as mal agi? Oui, il y a des choses qui reviennent. Oui, il y a des souvenirs. Oui, il y a des scènes. Et ça, je pense, que ça permet aussi justement de considérer que l'homme violent, c'est pas toujours ce monstre-là, mais peut-être aussi quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on aime. En fait, nos pères, nos frères, nos amis, c'est aussi parce que c'est des gens qu'on aime. C'est des gens qu'on a auprès de nous, sont des pères, des frères, des cousins, des ex aussi. Et ça, j'ai eu pas mal de réactions, toutes très différentes, hein, mais j'ai eu pas mal de réactions. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, depuis 5 ans? Je vois quand même une prise de conscience qui infuse tous les milieux. Et même si ça progresse pas au même niveau, au même rythme, je fais beaucoup de rencontres chez les scolaires, par exemple, en collège, en lycée, parfois sur des ateliers d'écriture où j'essaye de les amener aussi à parler d'eux et à s'exprimer, notamment sur des classes assez jeunes, de 5e, 4e, 3e. Et je vois à quel point les sujets qui sont au quotidien débattus depuis en gros 2017, que ce soit sur les questions d'égalité, de violence sexuelle, de violence intrafamiliale, du genre aussi, avec toutes les questions sur le genre. Moi, quand j'étais en 4e, mais à aucun moment c'était des questions qui étaient débattues. Donc, jamais on se posait la question de savoir ce que c'était que le féminisme, les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, l'égalité. C'était vaste sujet abordé en éducation civique une fois de temps en temps quand le prof d'histoire avait le temps, quoi. Mais je vois que, par exemple, j'ai donné un petit cours dans une classe de 4e à Mulhouse, qui est une des villes les plus pauvres de France. Donc on n'est pas non plus sur les gamins fils d'ambassadeurs dans le 8e arrondissement. Et je leur ai demandé de se mélanger un garçon, une fille pour s'entre-interviewer. C'est un garçon qui interviewe une fille et c'est la fille ensuite qui interviewe le garçon. 4e, ils ont 13 ans à peu près, 13-14 ans. Et il y a une jeune fille qui ne se reconnaît pas comme étant une jeune fille, qui a dit, moi, en fait, oui, j'ai un prénom féminin, mais je me sens pas fille, je me sens garçon. Et j'aimerais que dans le portrait que tu vas faire de moi, tu le notifies. Et le garçon, il a dit, ok, pas de problème. Et à la fin, devant toute la classe, il a lu le portrait qu'il avait fait de cette petite fille qui se sent comme un garçon et qui aimerait être appelée comme un garçon. Je me souviens plus de son prénom, donc c'est pour ça que je peux pas le nommer. Mais ça n'a pas été un sujet. En fait, les autres élèves ont applaudi et ont accepté ça de manière tout à fait basique et normale. À mon époque, ça n'aurait tout simplement pas été possible. Non. Donc, il y a des signes comme ça qui, moi, me choquent dans le bon sens du terme. Ça m'étonne beaucoup. Mais je trouve ça bien. Moi, ce qui m'a choqué dans ton livre et dans le podcast, on les entend, hein, c'est aussi le sexisme qui est tellement imprégné pour certains. Hein. C'est vraiment une vision de la femme, mais d'il y a 10 000 ans, t'as l'impression. Ouais. Même les hommes des cavernes, t'as l'impression qu'il y avait une meilleure égalité, mais pour eux, on est en tant que femme une sous-classe, on leur appartient. Et ils sont ambivalents, parce que comment ils en parlent, ils savent qu'ils peuvent pas trop le dire, mais ils ont des termes ou des façons... Enfin, on sent que c'est dérangeant et que le monde pour eux est complètement bouleversé parce que on prétend à vouloir une égalité. Ouais. Ils se sentent menacés, en fait, par justement cette société qu'ils sentent en train de bouger et qu'ils ne comprennent plus. Donc, il y a vraiment cette sensation d'un gros nuage noir au-dessus de leur tête qui serait MeToo, qui est un truc pas très bien défini, mais menaçant, qui peut leur péter à la gueule et qui, pour certains d'ailleurs, ils ont l'impression que ça y est, ça leur a pété à la gueule, ils ont été condamnés. Et donc ils voient vraiment ça comme quelque chose, comme une sorte de révolution. Ça y est, les femmes ont pris le pouvoir et elles l'utilisent et elles veulent se venger et la vengeance, elle est salée. Et nous en sommes les premières victimes et demain ce sera vous. Et ça vraiment, cette vision complètement fantasmée d'une réalité qui est vraiment tout autre. C'est aussi selon moi un mécanisme de défense, quoi. C'est encore, pour moi c'est très proche encore du déni dont on parlait tout à l'heure. C'est continuer à se regarder dans une glace en trouvant des explications, quand bien même farfelues. Mais il y a encore la prégnance d'un modèle qui est celui
mine de rien des années 50-60, avec un chef de famille, et c'était écrit comme ça dans les textes, qui avait plus ou moins autorité et droit de vie ou de mort sur les membres de la famille, donc la femme et les enfants. Et ça, le bon vieux temps, le temps de nos parents, c'est quelque chose qu'on entend aussi, parce que eux, ils ont l'impression d'être dépassés par cette société qui bouge. Le bon vieux temps, ouais. Chacun sa définition de ce que c'est le bon vieux temps. Bah oui, oui. Mais c'est vrai que ils sont ambivalents parce que ils sont capables de dire ma mère, moi, elle en a chié avec mon père. Et vraiment, elle a pas vu une vie facile. Et en même temps, se référer à cette époque-là sans faire le lien avec ce qu'a subi leur mère. C'est très, très paradoxal. Une dissociation. Est-ce que, toi, tu utilises ce terme emprise dans le livre on voit que c'est central ce mot-là, que d'ailleurs les psychologues ou les personnes qui sont dans les associations ne le prononcent jamais, elles attendent que la victime dise ce mot. Est-ce que, à contrario, les hommes qui exercent cette emprise comprennent ce mécanisme? Ils appellent ça l'amour. Ah oui. C'est-à-dire que, bien sûr, ils se sentent pas, eux, comme des manipulateurs qui seraient dans une entreprise visant à faire souffrir l'autre. Eux, ils appellent ça l'amour. Il y a de l'amour, je l'aime et c'est pour ça que je suis jaloux. Je suis jaloux parce que je l'aime très fort. Et toutes ces questions de harcèlement, de surveillance, de jalousie, d'un empêchement quotidien à pouvoir avoir une vie à soi, des amis, des collègues de travail, un isolement aussi vis-à-vis de la famille. C'est des femmes qui parfois n'ont pas vu leurs propres frères et sœurs depuis des années. Moi, ça, c'est vécu comme en tout cas, c'est expliqué de la part des hommes, non pas comme un mécanisme d'isolement ou d'emprise, mais comme une preuve d'amour. C'est pourquoi est-ce que tu aurais besoin des autres alors que tu m'as moi? Après, c'est toute la question de comment guérir de ça, de cette violence. Comment se prendre en main quand on est un homme qui exerce des violences pour ne plus récidiver. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi. Et du coup, accepter que la violence n'est jamais la faute de l'autre, de celle qui avait envie d'avoir une soirée avec ses collègues ou d'avoir envie de passer un week-end avec des copines ou qui avait envie de peut-être revoir sa sœur. Mais c'est toujours soi. La violence, elle vient toujours parce que on a des problèmes, des traumatismes, quelque chose, une faille justement sur cette question d'estime de soi. Parce que les raisons, elles sont en soi. Il faut qu'on travaille sur soi pour les résoudre. Dans le livre, d'ailleurs, il y a certains hommes qui disent que sûrement ils sont pas capables de faire ce travail sur eux et que pour protéger les autres, ils vont eux-mêmes s'isoler. Ils veulent plus être en relation amoureuse. Ils veulent plus prendre le risque d'être violents parce que ils n'ont pas encore fait ce chemin d'essayer de guérir et donc de comprendre comment elle fonctionne, la violence. Donc ils se barricadent et ils se coupent de la vie, en fait. Ouais, il y en a plusieurs. J'en ai rencontré vraiment plusieurs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit texto, pour ne plus faire de victimes et pour ne plus retourner en prison, j'arrête. C'est fini pour moi, je veux plus de relations, je veux plus être en couple, je veux plus rien, je reste seul et tant pis. Alors que j'aimerais, moi, être comme tout le monde, j'aimerais avoir une femme, être heureux, partir en vacances, rire, boire des coups ensemble, mais non, c'est fini. Et c'est triste parce qu'on voit que c'est des mecs qui sont problématiques, mais qui sont pas heureux non plus, qui souffrent de ça, qui souffrent de leur propre violence. Et en même temps, parfois, il vaut mieux ça. Il vaut mieux que ça s'arrête plutôt que de faire de nouvelles victimes, plutôt que de se remettre à nouveau dans une relation problématique. Il faut, pour certains, il vaut mieux que ça s'arrête et qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Est-ce que tu as rencontré un homme qui a réussi à travailler sur lui, à accepter, à reconnaître et à effacer cette violence? Parce que il y a une citation dans ton livre, d'ailleurs c'est cet homme qui le dit, qui dit « La petite graine de la violence, elle pousse, et je pense que cette graine est en moi depuis longtemps, elle fait partie de mon bagage, de ce que m'ont transmis mes parents. La violence surgit comme un instinct animal et vous murmure à l'oreille, c'est la faute de l'autre. » Est-ce que cette violence-là, les psys ou les gens en tout cas qui la vivent disent qu'elle peut s'éradiquer? Oui, ils disent qu'elle peut s'éradiquer, en tout cas que la récidive n'est pas obligatoire, mais finalement un peu comme moi j'ai beaucoup travaillé sur la délinquance et sur les questions carcérales. Avant d'écrire ce livre, j'ai écrit un livre sur
un multi récidiviste, un athlète qui avait commis des centaines et des centaines de cambriolages et qui à chaque fois avait promis j'arrête, c'était la dernière fois, machin. Et finalement, à chaque fois, il se retrouvait à nouveau confronté à ses démons, à nouveau confronté à la récidive, toujours entre deux affaires, entre deux jugements, entre deux condamnations. Et il est sorti là maintenant il y a quelques années, après un travail sur lui-même qui probablement durera toute sa vie. Et il n'est pas possible, alors que je le connais très bien et que j'ai bossé avec lui pendant des années et que je continue de le voir, que je dise il ne rechutera pas. Parce que je sais que le risque est là. C'est comme un alcoolique qui n'a pas bu une goutte depuis 20 ans, mais il reste alcoolique parce qu'il sait que le risque est là. Peut-être un soir, il va passer devant une épicerie, il y aura une bouteille de whisky dans la vitrine et il va rechuter. Et il pensait qu'il rechuterait pas et pourtant 40, 50 ans plus tard, il rechute. Et donc, le risque est réel de récidive et on pourrait pas savoir si on a vraiment été guéri jusqu'au jour où finalement à 95 ans sur son lit de mort on se dit voilà, en fait au moins j'aurais jamais récidivé. Mais ce travail sur soi, je pense qu'il est primordial pour être capable de se dire que voilà, jusqu'à présent j'avais mal agi, j'avais un comportement problématique, mais j'avais des problèmes aussi en moi qui étaient là depuis longtemps. J'avais une histoire familiale compliquée, j'avais une histoire amoureuse compliquée, des stéréotypes aussi qui m'empoisonnaient la vie, des clichés aussi. J'ai travaillé dessus et maintenant je pense que je suis armé pour ne pas récidiver. La différence, elle est là. C'est j'ai les armes pour la contrer, cette récidive, mais la possibilité, elle existe, elle est toujours là. Et à la fin de ton livre, pour ceux qui ont écouté le podcast, vous comprenez qu'il y a une forme, parce que tu as l'histoire de cette femme qui a notre âge, qui est venue te dire que elle a été frappée par un mec qui te ressemble, finalement, et qui, tu parles qu'elle aussi, elle explique qu'elle avait cette violence, finalement, en elle-même, en ayant été élevée dans un climat violent. Et c'est intéressant parce que au début, elle te dit que non, il n'y a pas de violence chez elle. C'est une prise de conscience a posteriori. Ouais, c'est pour ça que finalement j'ai continué ce travail après le podcast et que j'ai poursuivi l'enquête sur le terrain. En parallèle, j'avais cette relation avec cette fille qui menait aussi sa propre enquête familiale. Elle avait été condamnée pour s'être défendue. Elle avait été victime de son mec de l'époque qui l'avait tabassée, qui aurait pu la tuer d'ailleurs dans ce déferlement de violence. Dans ces 45 minutes à se prendre des coups de pied, des coups de poing, à se faire traîner sur le sol, elle avait essayé de se défendre. Et lui, dans cette peur d'être condamné, de faire de la prison, il avait contreporté plainte, un peu comme est sorti la carte contre Uno, quoi, pour essayer de se protéger. Et la justice, pour le coup, là, n'avait pas voulu trancher, avait dit c'est une histoire de couple, un partout, balle au centre, je vous envoie tous les deux dans des cercles de parole pour que vous réfléchissiez un peu à votre responsabilité vis-à-vis de la violence. Et elle, d'avoir non pas été reconnue comme victime, mais comme coupable, au même titre que le mec qui l'avait tabassé, ça l'avait complètement anéanti et ça lui avait fait quitter son travail, reprendre des études de psycho pour comprendre. Essayer de comprendre pourquoi c'était arrivé et qui elle était finalement vis-à-vis de la violence. Parce que, en effet, comme le dit la justice, c'était une personne violente. Et au fil de cette enquête, ces 4 années d'enquête, elle interroge sa position dans la famille, la violence de son père, cardiologue extrêmement respecté, au-dessus de tout soupçon, la violence qu'avait subie sa mère, la violence de son frère aussi. Et en fait, tout ce travail-là l'amène à faire des choix et aussi à se demander en effet quelles conséquences a eu la violence de ce père qui était tyrannique à la maison sur sa construction en tant que femme, elle aussi. Et cette enquête parallèle, voilà, qui traverse tout le livre, à mon sens, elle était essentielle pour que je puisse sortir aussi moi de ce travail purement journalistique, d'écoute, d'interview, d'entretien, pour avoir aussi l'enquête parallèle d'une femme. Et elle explique ça, et je trouve que c'est intéressant que elle fait pas partie de la catégorie de femmes qui aurait pas réussi à se défendre. Et elle l'explique en disant qu'elle a cette violence en elle. Et que justement, elle est activée de la même manière que ceux qui tapent. Ouais, parce qu'elle dit, en fait, je me rends compte que donc son ex, celui qui l'a tabassé, il s'appelait Julien. Elle dit, je me rends compte qu'en fait, j'ai mis 2 gifles à Julien au moment où lui, il m'en mettait 200. Mais c'était finalement pas lui que je voulais frapper.
Elle dit, je réalise qu'en fait, tous les mecs avec qui je me suis mis en couple, ils étaient border. C'était des mecs qui étaient dans des comportements problématiques et qui étaient toujours liés plus ou moins à la violence. Même si, pour certains, il n'y a pas eu de passage à l'acte sur moi. Et finalement, en me mettant en couple avec ces mecs-là, je réalise que je cherchais la potentialité de peut-être me frapper avec un mec. Mais le gars que j'avais vraiment envie de frapper, c'était aucun de tous ces gars-là, c'était mon père. Et en fait, ça, c'est bien entendu pas moi qui l'analyse, c'est elle qui, au bout du chemin, a réussi à dire ça. Et d'ailleurs, elle finit par se marier. Elle est en couple avec un mec, elle est très amoureuse, et elle décide de couper les ponts avec son père. Et le jour de son mariage, son père n'était pas présent. Dans cette fin de livre, donc tu parles de ce mariage, et tu dis aussi que tu as accueilli ta première petite fille quelques mois auparavant. Au milieu de toute cette enquête, tu en as un peu parlé au début du podcast, que ça t'interrogeait. Est-ce que ça a changé ton rapport à la parentalité, notamment en devenant le père d'une fille? Ouais, complètement. C'est marrant parce que moi, j'ai toujours su que je voulais des enfants. Mais comme j'étais un garçon sportif, je blaguais, je disais toujours, moi, j'aurais que des mecs et on fera une petite équipe de foot. Et en fait, là, ma conjointe est enceinte de la deuxième fille. Donc, je pense qu'elle sera pas d'accord pour qu'on ait 11 garçons derrière. Donc, clairement, c'est un pan, ça va pas se passer comme je l'avais prévu quand j'avais 14 ans. Mais je vois aussi que pour un père, aujourd'hui, élever des filles, c'est aussi un défi. Parce que je vois à quel point ce que tu transmets comme valeur et comme potentialité aussi de leur dire, bah, tu peux faire autant que si t'étais un garçon, tu peux t'autoriser, bah, à devenir astrophysicienne, astronaute, championne du monde de rugby, si t'en as envie. C'est un dialogue et en même temps un comportement que je pense il va falloir que j'essaie d'avoir au quotidien, mais qu'il va falloir tenir sur le long terme pour justement que on n'ait pas encore une répétition de schémas qui seraient des petits garçons encouragés à prendre le pouvoir, à s'affirmer, à utiliser encore une fois la violence pour exister en tant qu'être humain, et des petites filles qu'on va au contraire encourager à la fermer, à rester soumises, à rester sages, bien gentilles, dans leur coin, à faire leur petit sport de filles, leur petit jeu de filles. J'ai discuté avec une géographe qui est spécialisée dans la réorganisation, par exemple, des écoles, et qui explique que, en fait, depuis des siècles, les cours d'école, elles sont organisées pour que les filles soient reléguées sur les côtés, pour que les garçons prennent tout l'espace. J'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai l'impression que mes années d'école primaire sont pas si lointaines, et je me souviens très bien qu'une fille qui passait la ligne de touche alors qu'on était en train de jouer, on lui hurlait dessus. Alors que tout simplement, la cour d'école, elle est à tout le monde. Bon, tout ça, je pense que en tant que père, ça m'oblige ne pas répéter peut-être les erreurs que j'ai commises en tant que grand frère avec mes petites sœurs, à vouloir les maintenir dans une espèce de statu quo et peut-être à les empêcher de faire ce qu'elles avaient envie de faire, peu importe ce que c'était. Donc ouais, ça m'interroge vachement. Bien entendu, je sais que je vais, encore une fois, que je ferai des erreurs et que d'ailleurs j'en fais au quotidien, mais je pense que créer une société égalitaire, ça commence forcément par les plus jeunes, quoi. L'éducation, c'est sûr, c'est la clé. Mais en ayant vu à ce moment-là la violence, déjà t'as travaillé dans les milieux carcéraux, donc tu sais que c'est 90% masculin, les personnes qui vont en prison. La violence masculine, on parle de masculinité toxique, de te dire que tes filles, elles vont être confrontées à ça. Est-ce que ça te perturbe? Est-ce que t'es pas encore dans cette config-là, puisqu'elles sont toutes petites, on est bien d'accord, encore que ça peut arriver très jeune. Si, j'y pense, bien sûr. J'y pense parce que je sais que c'est inévitable et qu'en fait, il y a quelque chose aussi dont tu prends conscience quand t'es parent, c'est que tu ne pourras pas les protéger. Quand bien même tu penserais être toujours là, non, en fait, tu sais que elles vivront leur vie et tu les protégeras pas, en fait. Tu seras juste présent. Tu pourras être là, mais tu ne les protégeras pas. Donc, bien sûr, j'y pense. Mais comme j'y pense pour mes sœurs, par exemple. De savoir que elles ont 27 et 32 ans, elles sont confrontées toute la journée à cette violence masculine. Et elles l'ont déjà été depuis très longtemps, en fait, depuis un âge très très jeune. Donc bien sûr, j'y pense,
je reste assez impuissant aussi par rapport à plein de sujets là-dessus. Je sais que tu peux juste essayer de toi essayer de les rendre fiers, montrer l'exemple dans la limite de ce que tu peux faire au quotidien et transmettre tout un tas de valeurs pour que elles se sentent non pas dominables, mais qu'elles puissent s'affirmer comme étant l'égale de tous les mecs qu'elles vont rencontrer, quoi. Bon, ma dernière question, ça reprend un peu tout, mais toi, en tant qu'ami, dans ton cercle d'amis d'hommes, est-ce que tu sens aussi les conversations changer ou en tout cas le boys club prendre un peu de hauteur et dire, tu vois, on entend souvent les futurs pères dire ah non, moi si j'ai une fille c'est mort, je veux pas parce que ces mecs-là savent très bien comment eux se sont comportés avec les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens que vos conversations elles changent d'angle ou en tout cas que toi tu peux dire hey, oh stop, ça c'est hyper sexiste, on n'est pas obligé d'aller dans ce versant-là parce que moi j'ai la sensation que nous entre femmes de nos générations on parle beaucoup et que vous, chez les mecs, c'est encore compliqué, les conversations, ou en tout cas, ce terme de dire on est potes, tu me dois des comptes, enfin, je vais te remettre à ta place si t'as besoin, tu vois. Je pense qu'il y a encore vachement une dissociation entre les actions qu'on peut avoir avec des femmes de notre entourage. Par exemple, des mecs qui pourraient être encore hyper sexistes dans leur manière de draguer une fille ou de la considérer tout simplement dans une relation. Et leur fille. C'est un peu le truc de toutes des salopes sauf maman, quoi. C'est pareil, toutes des salopes sauf ma fille. Elle, c'est attention, c'est un petit bijou, personne pourra la toucher, personne pourra la protéger, machin. Et j'entends encore chez certains ça. Et chez d'autres, heureusement, il y a un discours qui évolue aussi, mais je me sens pas forcément jugeant là-dessus parce que je sens que moi aussi mon discours il évolue. Donc je sais que je suis aussi en mouvement. Et eux aussi, je sais que ça prend du temps mais j'ai des potes par exemple qui me disent je me rends compte à quel point mon père était violent dans la manière de ne rien faire à la maison parce que je vois que là aujourd'hui en ayant une fille, bah il sait pas changer une couche alors qu'il a eu 4 gosses et que c'est uniquement parce que moi je lui demande de le faire avec la mienne que il se retrouve un peu comme un con, hein, mais comment ça marche? Et c'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il a jamais su en fait. Et donc ça, j'ai certains potes qui me racontent ça et qui du coup en prennent conscience et qui ont un peu derrière ce truc qui est un peu drôle, une réflexion qui fait son chemin de se dire mais en fait moi je suis le produit aussi de ça, de cette éducation-là, donc ça vient pas de nulle part. Non, mais c'est pour ça que vous en tant qu'homme, pote, dans vos groupes de potes, de vos cercles d'amis, vous avez une responsabilité quand vous êtes dans la déconstruction. Parce que si leurs modèles ont été leurs pères qui ont rien foutu et que leurs potes disent jamais rien aux réflexions, aux comportements même problématiques dans la paternité, des hommes qui, par exemple, prennent pas leur congé paternité, ne se lèvent pas la nuit, considèrent que c'est leur femme qui doit tout faire. Tu vois, est-ce que aujourd'hui, dans ta génération, dans notre génération, vous les mecs, vous êtes capables de dire à votre pote, vas-y, s'il te plaît, comporte-toi mieux, ou c'est encore difficile de faire ça? Si, moi je sais que j'ai des potes en tête là, à qui j'ai fait des réflexions par exemple. Mais souvent c'est quand même sur le ton de la blague. Je veux dire, quand on se parle de ce genre de choses, c'est plutôt sur le ton de la blague, justement encore dans cette ambiance un peu boys club. On va te dire les choses, mais on va te le dire de manière un peu marrante. On va pas te dire, écoute, ça, ton comportement, il est problématique, moi, ça me pose vraiment problème. Donc, viens, on en parle. Ça, personnellement, je l'ai jamais entendu. Ouais, vous êtes pas encore à cette étape-là. Non. De vous demander des comptes, mais de manière pour avancer, pour que ce soit sain. Oui, bien sûr. Mais... Non, faut être honnête, je l'ai pas entendu. Non, mais ça m'interroge vraiment cette question des cercles d'amis dans nos générations, parce que individuellement, on se déconstruit, un peu tous quand même, il y a des discours qui... Mais comment ça continue de s'articuler au sein des amitiés qui sont très importantes et qui constituent beaucoup de choses, et surtout l'effet de groupe chez vous, les hommes, est très fort dans le boys club, juste dans le fait de perpétuer des problématiques sexistes. Et je me pose la question, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour vous de commencer à dire arrête, stop, c'est bon, ça fait plus rire, c'est bon, on a évolué, ou est-ce que c'est encore trop complexe, tu vois, dans le contexte? Je l'ai fait il y a un an, en septembre, là, il y a un an, avec quelques potes, parce que ça me gênait, mais je vois aussi à quel point, en fait, il y a un truc, c'est que je pense qu'on est tous conscients, mine de rien, au fond, même si on le dit pas, qu'on n'est pas irréprochable. Personne.
Et donc, il y a cet effet, qui suis-je pour faire la leçon à ce pote, pour dire un truc que peut-être j'ai dit il y a 3 ans. C'est vrai, ça. Donc, il y a ça aussi peut-être. C'est vrai. C'est une hypothèse, j'en sais, mais j'ai l'impression que il y a ce truc de personne n'est tout blanc, donc tout le monde la ferme. Ouais, mais du coup, on n'évolue pas, c'est ça qui est dur. Oui, bien sûr. Ce mécanisme. Ok, bah merci beaucoup Mathieu, c'était trop intéressant. Bah non, merci à toi. Je te souhaite une belle naissance de ta deuxième fille. Merci. Des belles nuits, hein. Ouais, j'espère aussi que quand même j'ai dormi un petit peu. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir expliqué tout ça. Bah non, merci à toi. C'était Mathieu Palin, journaliste et auteur du livre Des hommes violents notamment. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde, et notamment via WhatsApp. Alors un très 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 grand merci à vous d'être si fidèles à ce podcast et d'en faire sa pub. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.